Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, après 800 jours de préparation, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a été officiellement créée vendredi dernier à Beijing. La nouvelle institution devrait commencer son exploitation à partir du début de l'année prochaine. Et comme son nom l'indique, la BAII financera des projets d'infrastructure tels que la construction de nouveaux aéroports, de tours d'antenne pour téléphones mobiles, mais aussi de nouvelles autoroutes et lignes de chemin de fer à travers toute l'Asie. La banque nouvellement créée, dont le siège se situe à Beijing, compte à ce jour 57 membres. Regardons. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique globale et la bonne gouvernance. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu officiellement le jour juridiquement vendredi dernier. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang à la fin de l'année 2013. Et les potentiels membres fondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Pékin. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la BAII ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 pays engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépasse la barre des 50%. La BAII est donc officiellement créée. La banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures tels que son nom l'indique, mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la BAI est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle. En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle apportera par ailleurs le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. Cette nouvelle institution est née au XXIe siècle. Naturellement, elle utilisera les méthodes de gouvernance les plus avancées de son temps. La gouvernance de cette institution est basée sur les agences multilatérales déjà existantes, qui ont plus de 70 ans d'expérience en la matière. La création de la BAI marque une avancée majeure pour la réforme de l'ordre économique mondial actuel, sans pour autant prétendre le renverser. La banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au milieu du mois de janvier prochain, les principaux dirigeants de la banque tels que le président ainsi que ses nombreux vice-présidents seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront discutées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration. Le vice-directeur général exécutif du Centre pour la finance et le développement en Asie-Pacifique du ministère chinois des Finances, Zhou Changwu, revient sur les raisons qui ont poussé la Chine à créer la BAII. Au cours de la prochaine décennie, la demande annuelle globale pour le financement des projets de construction d'infrastructures atteindra près de 700 milliards de dollars en Asie. Cependant, les institutions multilatérales pour le développement déjà existantes, telles que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, selon nos prévisions, ne comptent investir dans les projets de construction d'infrastructures en Asie que 10 milliards de dollars chacune, soit un total de 20 milliards de dollars chaque année. Nous sommes donc très loin des 700 milliards de dollars nécessaires annuellement. C'est la raison principale qui a poussé la Chine à créer la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Les trois candidats aux élections 2016 des dirigeants de Taïwan ont participé au premier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocrate d'opposition, ainsi que James Soong du parti Le Peuple d'abord, ont eu chacun leur tour 3 fois 10 minutes pour exposer leur projet politique. Regardons. Les relations avec la partie continentale de Chine étaient au cœur du débat. Tsai Ing-wen a rappelé que ce thème ne devait pas être utilisé comme un instrument électoral pour remporter le plus de suffrages. Je crois sincèrement qu'aucun des partis engagés ne doit utiliser le thème ultra-sensible des relations transétroites comme instrument électoral pour remporter le scrutin. Mais Eric Chu n'a pas hésité à rappeler que c'était exactement ce que Tsai Ing-wen avait fait lors de la campagne des élections 2012.
Lors des élections 2012, vous avez rompu le consensus de Taïwan pour gagner les élections. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ce que le consensus de Taïwan signifie. Vous n'avez pas hésité à changer d'avis et à appeler au statu quo. Sur le même sujet, James Song a déclaré que quelle que soit la rive du détroit, il y aura toujours une seule et même famille. Il a par ailleurs insisté sur la promotion d'une meilleure communication entre les deux parties. L'économie était un autre thème principal du débat. Eric Chu en a profité pour rappeler ses résultats obtenus en tant que magistrat du comté de Taoyuan. J'en profite pour rappeler que le comté de Taoyuan faisait face à un défi financier colossal, pouvant conduire à une faillite potentielle. Nous avons tout fait pour attirer les investissements et améliorer l'efficacité du système de gouvernance locale et augmenter le niveau global des compétences. Ainsi, le comté de Taoyuan est passé d'un comté potentiellement en faillite à une zone industrielle prospère. La candidate Tsai a balayé d'un revers de la main les arguments de son adversaire, en rappelant que personne n'avait tiré profit de ce changement. Actuellement, beaucoup de personnes luttent pour s'en sortir. Le nombre de personnes qui tentent de joindre les deux bouts est peut-être plus important que ceux qui ont réussi dans notre société. Ils n'habitent peut-être pas dans le nouveau Taipei ou dans le comté de Taoyuan, mais je peux vous assurer qu'ils sont partout ailleurs à Taïwan. Tsai Ing-wen a également profité de l'occasion pour interroger le candidat du Kuomintang sur le plan de son parti pour le développement à long terme de l'île. Elle a déclaré que les gens souffriront encore si les membres du gouvernement continuent à ne regarder que leur nombril. Eric Chu, quant à lui, a rétorqué en indiquant que la jeunesse de Taïwan était déjà sur la bonne voie. Le candidat a insisté sur le fait que le jeune taïwanais était déjà engagé dans la vague d'innovation en réalisant jour après jour des avancées significatives. Les médias taïwanais rapportent que le nombre de touristes de la partie continentale de Chine en visite sur l'île de Taïwan pourrait être limité suite aux résultats des élections. Certains experts rappellent que si les élections ont pour conséquence de s'écarter du consensus de 1992, qui est le fondement de la confiance mutuelle transdétroit, l'industrie touristique de l'île subirait inévitablement des effets néfastes à court terme. Nos trois candidats doivent garantir la confiance mutuelle qui est le fondement partagé par les deux rives du détroit. Cette confiance mutuelle a été confortée cette année par la rencontre entre Ma Ying-jeou et le président Xi Jinping. Le consensus de 1992 est la base d'une politique commune. Une fois ce consensus mis à mal, les fondements politiques de la confiance mutuelle seront sérieusement affectés et les échanges subiront une baisse considérable, ce qui pénalisera en premier lieu l'industrie touristique de l'île. Nous poursuivons cette édition avec les dernières informations concernant le glissement de terrain dans le sud de la Chine, à Shenzhen. Et alors que les opérations de secours sont toujours en cours, s'est tenue une cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe. Plusieurs personnes se sont rassemblées sur le site de secours à 11h40 pour rendre un hommage silencieux. Et les sirènes ont retenti pendant 3 minutes pour les victimes en deuil. Samedi est le 7e jour après le drame et pour les Chinois, c'est traditionnellement le jour pour organiser un deuil. L'incident s'est déroulé dimanche dernier quand une montagne de boue et de terre issue de travaux de construction s'est effondrée sur le parc industriel de Rentaiyu en ensevelissant et endommageant 33 bâtiments. Jusqu'à présent, une personne a pu être secourue, 4 sont décédés et plus de 70 sont toujours portés disparus. Depuis le glissement de terrain survenu dimanche à Shenzhen, le bilan effectif des victimes est de 4 personnes. Un survivant a pu être retiré des décombres mercredi, mais plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Certains experts font part de difficultés liées à ces opérations de sauvetage. Les recherches et opérations de secours se poursuivent. Plus de 5000 personnes luttent contre la montre pour tenter de repérer tout signe de vie dans la boue et les décombres. Ils ont divisé le site en 16 zones de recherche et 4 équipes principales sont impliquées. Jusqu'à présent, nous avons retiré près de 5 mètres de terre en profondeur dans notre zone de recherche et nous allons poursuivre les opérations de dégagement. Mais il est très difficile de déterminer la position exacte des personnes disparues, ce qui rend plus difficile cette opération de secours. Les prévisions météo annoncent de possibles précipitations au cours des prochains jours, ce qui pourrait provoquer des désastres secondaires. Ma Reiter et ses collègues sont sur place avec des radars perfectionnés, contrôlant les derniers changements sur la totalité de la zone du désastre.
C'est également dangereux pour ces secouristes qui mènent des recherches dans ces bâtiments en ruine. Nous allons poursuivre notre surveillance et quand les informations arrivent à un niveau critique, il y aura une alarme et nous aviserons immédiatement le centre de commandement des secours. Pour intensifier les opérations de recherche, des centaines d'excavateurs ont été amenés des villes voisines pour dégager avec précaution l'immense volume de terre et de décombres. Au Myanmar, 50 travailleurs migrants sont portés disparus après un glissement de terrain survenu dans une région riche en mines de jade. La catastrophe s'est produite vendredi dernier à Etchpakent, dans l'état de Kachin, situé dans le nord du pays, berceau de l'industrie florissante du jade. Il s'agit du second désastre ayant frappé la région en moins d'un mois. Le 22 novembre dernier, un glissement de terrain gigantesque également, survenu dans l'état de Kachin, avait tué 114 personnes. Le gouvernement fraîchement élu de la Ligue nationale pour la démocratie, Daung San Suu Kyi, a déclaré le mois dernier qu'un plan d'envergure allait prochainement être mis en place pour renforcer le contrôle des mines de jade. Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait une étape surprise vendredi au Pakistan en vue de rencontrer son homologue pakistanais Nawaz Sharif. Des sources officielles ont indiqué que les deux dirigeants avaient eu 1h30 de réunion et convenu de maintenir de bonnes relations de voisinage. Revenons un instant sur les événements qui, cette année, ont ponctué les relations entre les deux voisins. Depuis la partition en 1947, l'Inde et le Pakistan ont eu des relations peu régulières, voire plutôt instables, au cours des dernières années. Mais ces derniers mois, il y a eu certains signes d'espoir, annonciateurs d'un début de réconciliation face à des différences d'une grande complexité. Pour l'Inde et le Pakistan, l'année 2015 a débuté sur une note amère. Une juridiction d'Islamabad a libéré sous caution un homme accusé d'être le cerveau des attaques terroristes de Mumbai en 2008, au cours desquelles plus de 160 personnes ont été tuées par des tireurs infiltrés par la mer depuis le Pakistan. Une décision qui a suscité de virulentes critiques d'Inde, qui a accusé le Pakistan d'adopter une double politique dans sa gestion des terroristes. Un cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle au Cachemire avait été largement respecté en 2015, mais les affrontements et fusillades furent chose commune, avec chaque partie critiquant régulièrement l'autre pour ces violations. New Delhi accuse Islamabad de former des insurgés qui combattent en vue de la cession du Cachemire d'Inde, voire de sa fusion avec le Pakistan, ce qu'Islamabad refuse. Les deux pays ont décidé de rétablir un processus de dialogue à compter de juillet, quand les premiers ministres des deux parties se sont rencontrés en marge du sommet des BRICS à Ufa en Russie. Ils ont dévoilé un programme en 5 points pour faire face aux inquiétudes liées au terrorisme et décidé que les conseillers à la sécurité nationale des deux parties discuteraient en août. Cependant, les rencontres ont été annulées à la dernière minute après que les deux pays se sont engagés dans une guerre de mots quant à savoir si la question du Cachemire devait être inclue à ce programme, et nul ne semblait vouloir varier de position. Et une nouvelle pression sur les liens bilatéraux. Puis Modi et Sharif ont brisé la glace le mois dernier lorsqu'ils se sont de nouveau rencontrés en marge de la conférence de Paris sur le climat. Et quelques jours plus tard, les conseillers à la sécurité des deux pays se sont rencontrés à Bangkok pour des discussions. Dans le même temps, le ministre indien des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, s'est rendu à Islamabad pour participer à une conférence régionale sur l'Afghanistan. Et pour finir, le jour de Noël, Modi a fait une étape surprise à Lahore pour rencontrer Sharif, le signe d'un futur apaisement des tensions. Selon les déclarations faites ce samedi par certaines sources de haut niveau, les chefs de la diplomatie de l'Inde et du Pakistan se réuniront probablement au mois de janvier prochain pour des pourparlers. Et toujours selon les mêmes sources, les pourparlers auront probablement lieu à Islamabad le 15 janvier prochain. Et le chef de la diplomatie indienne, M. Jaishankar, s'y rendra pour représenter son pays. Mais aucune confirmation officielle n'a été faite pour le moment. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il rencontrerait son homologue japonais à Séoul pour discuter de la question des femmes de réconfort, un euphémisme japonais pour les esclaves sexuels durant la Seconde Guerre mondiale. Le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida effectuera une visite d'une journée lundi 28 décembre en Corée du Sud. Il s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères Yoon Byung-se et échangeront leurs avis sur des affaires d'intérêt commun et des questions en suspens entre les deux pays, dont celle des femmes de réconfort.
Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé cette visite après que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé à Kishida de se rendre sur place pour rechercher une avancée sur la situation. Le secrétaire en chef du cabinet japonais Yoshihide Suga a répété qu'il n'y avait aucun changement quant à la position du Japon sur la question des indemnisations telles que prévues dans un traité bilatéral de 1965. Mais le quotidien économique Nikkei a indiqué que le Japon pourrait proposer un fonds soutenu par le gouvernement en vue d'aider les anciennes esclaves sexuelles dans le cadre d'un possible accord. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.